היום אני אציג בפניכם את פרופסור מוחמד חתמי, אישיות מעניינת ומרצה בפז. הוא עשה את התזה שלו על יהדות מרוקו. הוא תלמיד של מוחמד קנביב, איש שעשה המון מחקרים על יהדות מרוקו. אני אקצר את הפריאמבל שלי, רק שתדעו מי הוא. אשתו גם דרך אגב מרצה לעברית באוניברסיטת פז, אבל אנחנו מכירים אותו כמוחמד ולא כאשתו. מוחמד ידבר איתנו, המחקר שלו זה על היהדות מרוקו, ולמה יהדות מרוקו אולי לא קיבלה זכויות שוות בתוך החוויה הזו של המרוקו. אני ישר יזמין אותו, הוא יגיד לכם דברים בצרפתית ויש תרגום. מוחמד חתמי, à ton tour s'il te plaît. Merci. Shalom, salam alaikum. Alors, je laisse là. غير ما يعيرنيش وصافي. Non, non, elle a dit. C'est bon. Moi, maintenant que tu saches, je viens de dire que tu es une personne grande, intellectuellement aussi. Ok, merci, merci. Inutile de vous dire que je suis vraiment très ému et très heureux d'être parmi vous. J'ai la chair de poule et ça montre à quel point je suis content d'être avec vous. Et s'il faut vraiment des preuves, voilà une, c'est que nous sommes là tous pour une cause à laquelle je crois. Et c'est pour ça que je dis que Dieu nous bénisse tous. N'étant ni juif, ni chrétien, vous savez, nobody is perfect. Je dois vous faire une confession. Vous savez, les confessions chez les chrétiens. En préparant mon texte, je n'ai cessé de me demander quel nouveau pourrais-je vous apporter et qui ne soit pas déjà ancien et déjà connu par une audience qui, je suppose, est savante et forcément initiée à la musique judéo-marocaine. En écoutant hier Kautar raconter sa propre histoire, on partit en hébreu, en écoutant mon ami Fauzi, lui aussi raconter son histoire, je me suis dit ça serait vraiment trop lourd que je vous parle d'identité, beaucoup de choses comme ça théoriques. C'est pour ça que je me suis résigné en dormant hier à vous raconter 5 histoires, 5 petites histoires, et à chacun d'en tirer la moralité qu'il voit utile. La première s'impose parce qu'il se réfère à Essaouira. Il est raconté par notre ami Paul Fontaine dans un article intéressant sur la musique andalo-marocaine. Le rabbin Amran Castel, qui a immigré de Essaouira pour aller vivre à Toulouse, lui a raconté cette histoire. Il lui a raconté qu'en écoutant les concerts spirituels à la mosquée d'Al-Haddada à Essaouira, depuis le souk où il y avait des bijoutiers juifs, donc des bijoutiers juifs, avec le Qessaria, à côté de la mosquée. Et il entendait des chants d'où il s'inspirait. Et pour s'inspirer pour les chants sabbatiques qu'il répétait à la Shabbat. Voilà la première histoire. La deuxième histoire n'est autre que le plus grand virtuose des temps modernes, le légendaire Rabbi David Bouzaglou, né en 1903, mort en 1975, dont on disait et on dit encore, depuis David, il n'y a que David. Dans sa jeunesse, il voulait absolument parfaire sa connaissance de la tradition arabo-musulmane. Il considérait qu'on ne peut devenir un bon musicien qu'en s'inspirant de la musique musulmane. En effet,
chez les Juifs, manquait quelques morceaux du mode Rami el-Maya, qui dans le répertoire musulman est réservé aux chants religieux, le Madih. Or, en bon étudiant, élève, elle s'adresse à un grand maître, Cheikh Loukili, très connu au Maroc. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'apprendre? Il lui dit, quoi? Moi, apprendre à un juif le Madih du prophète? Mais ça va pas. Ça va pas, je peux pas, je peux pas. Alors, que fait Rabbi David? Ayant appris que si Loukili se produisait avec son orchestre à Fès, il prend l'autocar, elle réserva secrètement une chambre avoisinante dans l'hôtel où les musiciens descendaient, sachant qu'il y répétait. L'oreille collée au mur, il put enfin prendre connaissance des chants qui lui faisaient défaut. Il était en train de voler de la musique. L'oreille collée donc. Quelque temps après, Loukili fut stupéfié d'entendre ces mêmes chants interprétés sur des paroles hébraïques à la radio marocaine. Alors, il y a quelque chose qui ne marchait pas. Il fut aussi amusé d'apprendre de la bouche de Maître Bouzaglo, devenu entre-temps son ami, qu'elle avait bien subtilisé ces chants et les paroles à Fès. On va voir à la fin à quoi tout ça va rimer. La troisième histoire est personnelle. En 1999, le mois où Hassan II était mort, j'ai visité Israël pour la première fois pour faire des recherches. J'avais rencontré en un supermarché un certain Lévi. Lévi avait fait sa halaya vers 1970. Avant, il était ailleurs et son commerce était très florissant à Rabat. Parmi ses clients se trouvait un prince qui s'appelait Moulay Abdallah. Et lui, il n'a jamais songé à immigrer. Il était à Rabat, il était très bien entouré. Sa femme n'arrivait pas à avoir un enfant. Et après plusieurs années d'attente, enfin, sa femme a un enfant. Et il voulait faire la fête. Quelques amis juifs y étaient, mais beaucoup d'amis musulmans y étaient, mais on n'arrivait pas à trouver un chanteur star. Donc, n'ayant pas trouvé de chanteur juif star, elle s'est rabattue sur Ibrahim l'Alami, un grand chanteur marocain qui est arrivé en retard et dans un état d'alcool. Il m'a dit comme ça, ce jour-là, je me suis dit que le Maroc n'était plus pour moi. Si j'arrivais pas à trouver l'orchestre juif, le chanteur juif, c'est que il y a quelque chose qui marche. C'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à réfléchir, à immigrer. La quatrième histoire est racontée par Abdelrahim Soueri, un grand chanteur marocain. Soueri. Un jour, en présence de Hassan II, Abdelrahim Soueri se plaint devant le roi qu'une certaine presse l'attaquait parce qu'il se rend périodiquement en Israël pour s'y produire. Soueri vient très souvent en Israël. Hassan II lui fixa du regard. Il lui dit de continuer de faire ce qu'il pense utile pour le Maroc. Hassan II lui dit, il faut préparer le futur. Tant que les Juifs marocains en Israël, au Canada, en France, tiennent encore à chanter et danser marocain, ils resteront attachés au pays. Donc, préparez le futur parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer après. Il l'a raconté plusieurs fois, moi je l'ai entendu de sa bouche, mais une fois il avait publié dans... La cinquième histoire
est une sorte d'arrêt sur image. Lors de l'inauguration de la synagogue de Casablanca, le roi Mohamed VI, vous connaissez Mohamed VI, malade, il bouge d'une façon et pratiquement il ne sort jamais du protocole. Il marche d'une façon. Mais les Marocains, un jour, ils ont vu le roi écouter des chants juifs et applaudir. Et on a même vu le roi un petit peu bouger. Et ça montre quoi? Je ne sais pas si c'était fait exprès, mais ça voulait dire que le roi, Amir al-Mu'minin, non pas accepté, non, mais jouit d'un moment agréable. Et ça a été fixé par la télévision marocaine. La moralité des cinq histoires, c'est quand on dit qu'il y a une musique judéo-marocaine, je trouve que c'est une aberration. Ce n'est pas vrai. Parler de la musique juive marocaine, sans le dire, suppose qu'il y a une musique musulmane et que la différence entre les deux est beaucoup plus grande que ce qui ressemble. Or, comme je viens de vous le dire, les deux musiques sont pratiquement les mêmes. Et d'ailleurs, hier, pendant les divers concerts, on a assisté à ça. C'est pour ça qu'il y a un livre qui est sorti il y a 2 ans, publié par le Conseil des communautés marocaines à l'étranger, ce qu'on appelle le CCME, et qui a été édité par un Marocain qui s'appelle Ahmed Aïdoun. Le livre s'appelle « La musique juive marocaine ». Il explique qu'il est du devoir des Marocains de conserver cette musique, de l'améliorer, de la mélanger à d'autres sauces, parce que c'est ça, améliorer, parce que la musique est un marqueur d'identité, et la musique profane, publique, est la branche où les confessions juives et musulmanes se sont le plus mélangées. Je voudrais aussi ouvrir un autre volet, c'est la recherche sur le judaïsme marocain en Maroc, au niveau des universités. En 1996, j'ai rencontré une jeune étudiante, blonde, gentille, tout ce qu'il y a de beau. Vous savez, ces étudiants qui arrivent tout fraîches, qui veulent faire des études, et on les voit dans leur visage qu'ils sont animés. Il m'a dit qu'il voulait travailler sur les Juifs de Taza, sa ville, mais qu'elle avait peur parce que son fiancé va dire « tu travailles sur les Juifs ». Et elle m'a dit même que la police pourrait s'intéresser à moi parce que... Ça, c'était en 1996. C'était l'année où j'ai commencé à enseigner. Maintenant, enfin, je peux même dire qu'avant, il ne se passe d'année qu'au niveau de la licence, des masters, des doctorats, il y a de plus en plus d'étudiants qui veulent travailler sur le judaïsme. Et cette année, s'il vous plaît, nous avons fait une sélection. C'est pour vous dire qu'au moins de 20 ans, nous sommes passés d'un état où travailler sur le judaïsme ne concernait que les juifs à un moment de la vie de l'université marocaine où nous soutenons au moins une dizaine de thèses par an. On soutient une vingtaine de thèses de master par an et une quarantaine de masters au niveau de la licence. Mieux que ça. Il y a mieux que ça. Cette année, peut-être qu'on va me donner un Wissem, parce que 4 de mes étudiants, ils étaient pris dans des concours pour enseigner à l'université marocaine, à Al Jadida, à Fès, à Casablanca et à Agadir, parce que justement, toutes les universités veulent avoir chez eux un monsieur juif. Parce qu'il faut toujours téléphoner à Kenbib, qui n'est plus tout le temps disponible. Il faut téléphoner à Hatimi, qui n'est pas disponible. Il faut à Al-Kohen, c'est Mohamed, qui n'est pas là. Donc, il faut que chaque université, chaque département d'histoire, chaque département des études hébraïques doit avoir... Ça montre quoi? Ça montre qu'il y a cette ambiance
que vous vivez ici, nous la vivons aussi au Maroc et tous les indicateurs montrent qu'il va s'accélérer dans les années à venir. Je vous remercie.